BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, c'est Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France. Bonsoir Nicolas Dufour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez sorti d'excellents résultats pour la banque BPI France que vous dirigez depuis 2013. Juste un mot d'abord, vous venez tout juste d'être reconduit, c'est votre troisième mandat. Il n'y a pas de lassitude quand même quand on a dirigé depuis plus de 10 ans un groupe comme BPI France, certes que vous avez créé, développé, pas de lassitude? Non, la banque est un train d'enfer. Et donc, aucune lassitude possible. Au contraire, les missions sont fantastiques, les moyens sont très importants, les entrepreneurs sont exceptionnels en France, et donc on a beaucoup de choses à faire ensemble encore. Grosse feuille de route. Grosse feuille de route. Alors, grosse feuille de route, justement. Comment vous voyez cette feuille de route? On écoute, si vous écoutez BFM Business, vous voyez bien que on est dans un monde qui change à une vitesse incroyable. Oui, enfin, qui change en même temps qu'il recule. On est dans un monde plein d'incertitudes. Oui. Mais il y a des transformations qui sont en jeu. Comment est-ce que vous voyez votre rôle là-dedans? Que ce soit transition écologique, transition digitale, des sociétés qui se rapprochent, qui disparaissent. C'est un monde très mouvant. On a à peu près 200 000 clients actifs, et sur lesquels il y a 10% de start-up, 21 000 start-up. Donc ça, c'est pour caler le volume. Plus quantité de TPE qu'on touche via les banques françaises que nous garantissons. Tout le monde a un agenda finalement assez proche. Premier gros bloc, c'est la décarbonation du tissu productif. Donc, on va faire un porte-à-porte de masse de 20 000 entreprises françaises pour les mettre en transition. Avec des bureaux d'études, des consultants, du financement, des fonds propres, du crédit, des subventions, etc. En même temps, vous avez vu que la demande de pétrole n'a jamais été aussi élevée. Donc la décarbonation, certes, mais on a l'impression que c'est plus un élément de communication qu'autre chose pour l'instant. La métamorphose se fait progressivement. Bon, mais il faut quand même de l'éco-conception des produits, il faut de l'isolation des bâtiments industriels, il faut refaire les lignes, il faut digitaliser tout ça, il faut faire des économies d'eau, des économies d'énergie. C'est énorme. Et il va falloir des capitaux pour faire ça. Il faut financer massivement les green tech françaises. Donc il y a un premier chapitre important qui est la décarbonation du tissu français. Un deuxième chapitre, c'est la réindustrialisation quand même. La réindustrialisation par l'innovation. Or, il y a énormément d'innovation en France aujourd'hui. Énormément. Là, j'étais cet après-midi avec la patronne. Mais la réindustrialisation, vous voyez bien qu'on est passé de 11% à 9%. Donc, on est passé de 10 à 9,7. Bon, donc oui, mais c'est extrêmement fragile. L'industrie, elle est plastique. Les vents contraires sont importants. Le combat mondial, il est féroce. Le combat européen est féroce, puisque tout le monde veut réindustrialiser en même temps. On parlera peut-être de l'IRA d'ailleurs. Mais la possibilité de réindustrialisation, elle est là. On a un flux de dossiers entrants d'entrepreneurs qui veulent monter les usines qui est très important. Donc c'est le deuxième gros chapitre en fait de la feuille de route. Le troisième gros chapitre, c'est la souveraineté. Donc on a une activité d'investissement en fonds propres qui représente à peu près 5 milliards d'euros par an. Donc on est le plus gros investisseur français en equity aujourd'hui. Et on le fait dans quantité d'entreprises qui sont des entreprises qui sont importantes dans la durée pour nos concitoyens. Voilà. On y reviendra, et puis il y a d'autres chapitres importants. Il y en a un qui compte beaucoup pour moi. Je voudrais qu'on fasse le maximum pour qu'on puisse doubler le nombre d'entrepreneurs en France. Je pense que c'est fondamental. Je pense qu'on peut revenir à une proportion d'entrepreneurs qui était celle de la France des années 60. C'est-à-dire ? Qui est beaucoup plus importante. Non, mais combien? Ça ferait combien? À l'époque, Parce que les entrepreneurs, ça dépend ce qu'on compte. C'est pour ça que je vous pose la question. Les indépendants, tout compris, en France, à la fin des années 60, représentaient 20% de la société française. Et puis on est descendu à 7 ou 8. On est remonté à 11, 12. Et je pense qu'il faut qu'on remonte plus haut. La société salariale ne peut pas être toute la France. La France a besoin d'entrepreneurs. Et il se trouve qu'il y a une vague sociétale très profonde, en réalité, qu'on voit bien d'ailleurs dans les jeunes générations, mais pas seulement, en faveur de l'entrepreneuriat. Il faut être capable d'y répondre. Est-ce que vous avez, puisque vous avez été auditionné par l'Assemblée au Sénat, est-ce que vous avez réussi à obtenir un peu plus de moyens ? Alors, en disant voilà, d'accord, ok, mais j'ai besoin de plus de moyens parce que justement votre feuille de route elle est très chargée. La feuille de route est chargée. Donc dans l'innovation, les moyens sont ceux de France 2030. Ils sont considérables, 54 milliards d'euros, et BPI France est de facto opérateur de 80% de cela. Donc j'ai des équipes très importantes d'ingénieurs qui étudient tous les projets qui sont en train de remonter. Donc le financement de l'innovation français, alors est-ce qu'il est au niveau de la concurrence mondiale? Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est déjà un miracle qu'on puisse avoir un plan comme celui-ci. Dans l'export, en revanche, je pense que nous n'avons pas assez.
Je le dis très clairement, la catastrophe du commerce extérieur est telle qu'un sursaut national est nécessaire et il faudra des moyens. Justement, c'est ce que vous avez dit. Dans les fonds propres. Qu'est-ce qu'il faudrait, pardonnez-moi, là juste sur le commerce extérieur, parce que c'est une véritable catastrophe, une catastrophe silencieuse, j'ai envie de dire, parce qu'on en parle très très peu. Qu'est-ce qu'il faudrait? D'abord, il faut réindustrialiser. Oui. Bon, parce que le commerce extérieur, c'est fondamentalement l'industrie. Donc, de toute façon, ça prendra du temps. Mais il faut aussi mettre en transition vers l'export, remettre en transition vers l'export quantité de patrons de PME et patronnes, ainsi que d'entreprises de taille intermédiaire françaises. Le tissu productif français n'exporte pas assez. Il y a beaucoup moins que les Italiens. Mais en même temps, on est à un retour, il y a une forme de protectionnisme, donc vous voyez, c'est un peu contradictoire comme discours. C'est-à-dire que chacun choisit ses priorités. Vous regardez le top 500 qui a été publié dans les Échos ce week-end des entreprises qui ont les plus fortes croissances depuis 2019 en France. Sur les 500, combien ont un potentiel d'export? 3. Voilà, donc ça veut dire que la France choisit des secteurs qui ne sont pas des secteurs qui vont à l'export. Or, il nous faut de l'export. On ne peut pas continuer avec quasiment 100 milliards de déficit hors énergie. C'est pas possible. Ça n'est pas tenable. Donc il faut un sursaut et là aussi une sorte de porte-à-porte de masse, comme je dis toujours, important de toutes les entreprises pour les accompagner, les financer, les encourager, etc. Vous avez l'occasion de vos résultats, là. Donc, il y a beaucoup de chiffres. Donc, grosso modo, c'est 67 milliards investis dans l'économie française. Ça, c'est tout compris. Je veux dire, il y a 5 milliards en fonds propres, on y reviendra. Bien sûr, 4 milliards 8, pour être précis. Les crédits aussi en très forte hausse. Long terme, moyen terme? Les deux. Oui. Absolument. Donc effectivement, on a nos équipes, BPI France, elles gèrent à peu près 300 milliards de lignes. Ça, c'est le volume de bilan et de hors bilan. Bon, en production dans l'année 2022, en effet, 67 milliards, dans lesquels il y a du crédit, court terme, long terme, des fonds propres, du financement d'innovation, de la garantie publique à l'export, du crédit export, toute la boîte à outils de l'entrepreneur. On ne fait que ça. On ne finance pas l'immobilier, on ne finance pas les infrastructures, on ne finance que les entrepreneurs. Et ça fait 67 milliards. Forte croissance par rapport à l'année d'avant. Oui, et vous avez aussi, je regarde sur les financement des entreprises, c'est 17 milliards, c'est une hausse... Ça, c'est le financement crédit, oui, tout à fait. Combien par rapport à l'année dernière? Juste pour avoir une idée. Donc la partie qui est la plus intéressante, je pense, pour nos auditeurs, qui est le crédit à l'investissement à long terme, c'est 11% de croissance. Oui, donc ça démontre quand même, parce que ce qui tient notre croissance, qui nous a évité la récession, peut-être en début 2023, c'est que les entreprises... elles continuent à investir. Elles investissent beaucoup. Non, mais bien sûr. Et honnêtement... Et vos chiffres le confirment. C'est sur 2022. Oui. Enfin, ça le confirme. Oui, et ce que je peux vous dire, c'est que l'atmosphère de ce début d'année 2023 est bien meilleure que ce qu'on imaginait. Au fond, on a attaqué l'automne en se disant qu'on allait vers une piste noire. On a attaqué décembre en se disant que c'était peut-être finalement une piste rouge. Ouais. Et on attaque 2023 en se disant que c'est peut-être même encore mieux. Ouais. C'est pas totalement vert. C'est pas encore une piste verte, mais c'est pas encore une piste verte, mais enfin, c'est vraiment pas noir. Ouais, ça, c'est plutôt une bonne chose. Lorsqu'on regarde juste sur les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, c'est vous qui les avez portés, on voit que c'est un très très fort recul de 57%. Ça veut dire que c'est aussi un bon signe, en fait. C'est la fin du programme, oui. C'est la fin du programme, et c'est un bon signe de la part qui montre la trésorerie, l'investissement des entreprises. Il est au rendez-vous. Oui, tout à fait. Donc les PGE ont été accordés par les banques françaises, un peu par BPI France, et les lignes de garantie de PGE sont toutes gérées par mes équipes. Oui, donc on voit les demandes de garantie, c'est-à-dire en fait les sinistres. Ils sont faibles. Combien? Ils sont faibles. C'est à peu près 3000 TPE, donc c'est tout petit PGE par mois, sur un total de 750 000. Donc aujourd'hui, on est sur une sinistralité très faible du PGE. Le PGE est franchement un outil de politique publique qui a remarquablement marché. Lorsque vous voyez vous parliez tout à l'heure de réindustrialisation, on voit les normes en jeu, ça peut passer par l'innovation, le digital, comme ça peut-être que l'industrie française peut retrouver un peu de compétitivité. Vous soutenez beaucoup de start-up, c'est comme ça qu'à votre avis, on peut réindustrialiser la France, ou c'est quand même de convaincre les entreprises existantes d'innover et digitaliser? Pour réindustrialiser la France, il faut 4 choses, je le dis très rapidement. Il faut des cathédrales, c'est-à-dire des nouvelles très grandes usines. C'est ce que le président de la République a annoncé en juillet à Grenoble avec ST Microelectronics. C'est les gigafactories de batteries, les gigafactories d'hydrogène, dans lesquelles il y a beaucoup d'argent public, sinon elles ne s'installeraient pas. Ensuite, il faut que les PME, qui ont toutes des beaux projets dans les cartons, les mettent en œuvre.
Et donc ça, c'est notre rôle de les mettre en transition par l'innovation. Les PME elles-mêmes ouvrent des usines, font des extensions. Ensuite, il faut que le pays soit attractif. Il se trouve qu'il l'est plutôt pas mal, et qu'on attire des usines de partenaires étrangers qui s'installent en France ou qui font des extensions sur leurs usines déjà existantes. Et enfin, le dernier point, qui est le gros sujet de l'année 2022, c'est ce qu'on appelle les start-up industrielles. Donc ça, c'est magnifique à voir, honnêtement. C'est toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui viennent de ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire ils font pas que du digital, ils fabriquent, ils inventent des objets complexes, et à la question pourquoi pas les fabriquer en France, ils répondent oui. Et ils viennent nous chercher pour qu'on les finance et qu'on fasse monter des usines. Rien qu'en 2022, on a eu 75 projets de cette nature-là. Et notre objectif, dans le plan qu'on a annoncé, c'est de engendrer 100 nouvelles usines de plus que le flux naturel par an en France. Oui, mais vous avez on voit bien, les chiffres aussi montrent qu'il y a beaucoup, j'ai reçu des chefs d'entreprise qui vous disent, soit on décale, soit on regarde du côté des États-Unis avec ce fameux Inflation Reduction Act qui est quand même, on en parle quasiment tous les jours, j'en parle quasiment tous les jours avec des chefs d'entreprise. Oui, ils disent c'est très très attrayant, c'est extrêmement facile, et du coup ils y vont tous. Ils vont tous investir aux États-Unis et déplacer peut-être des usines. Donc il y a deux mauvaises nouvelles pour la réindustrialisation qui sont tombées à l'été 2022 en effet. La première, c'est l'IRA qui est en fait le coup de gong qui sanctionne la fin du libre-échange, on va se le dire. Je vais dire ce que j'en pense exactement, et puis deuxièmement, c'est la crise de l'énergie. Bon, la crise de l'énergie, je pense qu'on la surmontera, et la bonne nouvelle du début de l'année 2023, c'est que alors qu'on pensait qu'il y aurait quantité de situations de cataclysmes imminents dans les PME et les ETI, dans notre portefeuille de crédit et de fonds propres, on ne le voit pas. Alors, il y a eu un amortisseur qui a été mis en place par le ministère des Finances, Bruno Le Maire, qui marche bien avec les PME, qui marche pas du tout avec les ETI, parce que les conditions posées par Bruxelles sont trop restrictives, n'est-ce pas? Mais pour autant, dans notre portefeuille de TI, on voit une ou deux anecdotes, mais rien de statistique. L'IRA, c'est autre chose. Ce qui est terrible dans l'IRA, c'est que, bien sûr qu'il y a des aides d'État aux États-Unis et qu'il y en a en Europe. Et il y en a même beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, entre nous. En Europe, il y en a à peu près 600 milliards par an. L'IRA, c'est 400 milliards sur 4 ans. Oui. Donc, mais la différence, c'est que les aides d'État européennes, vous ne pouvez pas les avoir si vous ne prouvez pas que votre projet est déficitaire et a besoin d'aide. Aux États-Unis, ce qu'on appelle le proof of need, c'est-à-dire là, vous devez prouver que vous en avez besoin. On vous le demande plus. Donc si vous n'en avez pas du tout besoin, votre usine elle est déjà profitable, votre projet il va gagner de l'argent tout seul, on vous donne quand même une énorme sub pour qu'elle se fasse aux États-Unis. C'est de l'achat, c'est pur et simplement de l'argent qui va de la poche du contribuable américain à la poche de l'actionnaire de l'entreprise. Pour réindustrialiser les États-Unis. Voilà. Et ça, l'Europe ne l'a jamais fait, l'OMC l'interdit, et pourtant ils le font. Oui. Et alors ? Parce que la réponse européenne, alors on voit à chaque fois Bruno Le Maire aller à Washington, espérant que du coup peut-être que les investissements européens pourraient rentrer dans le cadre de l'IRA, etc., etc. Mais voilà, la réponse. Alors certes, maintenant on a une petite définition de l'hydrogène vert, donc c'est un projet, c'est un progrès. Oui. Mais c'est un projet. Oui. Le problème de l'Europe, c'est que c'est toujours le même, c'est qu'on est 27. Et qu'on est 27. Voilà. Et donc, et qu'il y a les Allemands. Et que c'est toujours beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. À la fin des fins, les choses finissent par aboutir. L'Europe a quand même très bien géré la crise du Covid. Donc sous stress, l'Europe est bonne. L'IRA est un stress, donc je fais l'hypothèse que la solution apportée sera de qualité. Vous pensez, vous qui êtes un peu au cœur du système, qu'il y a une solution rapide qui va être trouvée, rapide et facile? Vous voyez, parce que c'est ce que je disais encore une fois, je cite toujours, c'était tellement frappant, Jean-Pierre Clamadieu, le président de Engie, il dit, mais c'est d'une simplicité incroyable. Vous arrivez et vous avez votre crédit d'impôt quasiment tout de suite, quoi. Non, mais bien sûr, parce que les États-Unis ont fait ce choix, ils ont le dollar, donc c'est du déficit budgétaire pur qui part dans la poche des actionnaires des industriels du monde entier pour qu'ils viennent s'installer dans le Wisconsin. Le nôtre, c'est pas mauvais non plus. Comment ? Le déficit budgétaire, on connaît aussi en France. Oui, on finit par le ressembler. Mais nous n'avons pas 16 porte-avions. Donc, ils peuvent se le permettre d'une certaine manière. Donc, répondre à ça, c'est possible. Il faut simplement le faire de manière équitable entre pays européens. Parce que si on laisse les pays les plus riches le faire pour eux-mêmes seulement, ça va désindustrialiser toute la périphérie. Est-ce que vous qui dirigez, qui voyez beaucoup de chefs d'entreprise, justement, ils vous disent sur les usines, si vous êtes honnête, vous dites qu'il y a 100 projets d'usines, mais est-ce que vous voyez des chefs d'entreprise qui vous disent, mon usine, j'ai plutôt allé la faire là-bas? Alors, il y a
plusieurs tailles de chefs d'entreprise. D'abord, ceux qui, très gros, disent « je vais fermer, délocaliser ». Non, pas forcément fermer. Donc ça, je n'y crois pas. Projet. C'est très difficile de fermer, de délocaliser, en réalité. On est d'accord. Sur des très grosses implantations industrielles. Sur les nouveaux projets, la question qui consiste à reconsidérer l'implantation en France, en effet, se pose. Hein. Ouais. Mais elle se pose dans les termes que j'ai indiqués. C'est-à-dire que les industriels disent « ici, vous me demandez de prouver que j'en ai besoin ». Là-bas, on ne me le demande pas. Oui. Et donc, il va falloir que vous changiez. Ce qui est honnêtement difficile pour les États européens, parce que c'est un changement radical de monde. Oui, le culturel, oui. Sur la French Tech, là, on voit que la French Tech, ils sont... Emmanuel Macron, le président, les reçoit. Vous êtes très, très présent, justement, vous le disiez, sur le Deep Tech, sur le Green Tech, mais aussi, vous financez beaucoup de start-up. C'est combien les chiffres que vous avez donnés aujourd'hui sur le financement des start-up? Alors, en fonds propres, on a investi cette année en direct à peu près 800 millions d'euros, donc on est le plus gros fonds de capital risque français, et en fonds de fonds, c'est-à-dire en investissement dans les fonds français de capital risque, nous avons investi 1 milliard. Voilà, donc 800 millions plus 1 milliard, c'est notre contribution aux fonds propres de la French Tech. On sait qu'il y a un fonds qui va être lancé au niveau européen, un gros fonds pour les start-up. Comment vous allez vous articuler? Est-ce que c'est encore des chiffres qui tombent, encore des milliards, et finalement on ne sait pas très bien où ça aboutit? Alors ce fonds, c'est le fonds Scale-up Europe, dans lequel la France a décidé, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne au printemps, d'injecter 1 milliard. Oui. Les Allemands, de leur côté, injectent également des sommes très importantes. Quelques autres pays vont d'injecter. À la fin des fins, c'est un fonds qui fait de l'investissement dans les fonds de late stage. Hein, donc des fonds qui permettent de mettre des très gros tickets dans les licornes européennes, pas françaises, européennes. Et alors ? Ben c'est la générosité française et sa contribution à l'essor d'une European Tech. Oui, c'est ça. Vous avez l'air un peu sceptique. Autant garder nos licornes pour nous et investir directement dans nos licornes, non? Bon, on peut essayer de tout faire, mais... si on regarde aussi, il y a un autre à propos d'investissement, parce que c'est là où vous avez un rôle. Bon, dans le financement, le crédit, on en a parlé, mais vous investissez directement, vous êtes des principaux actionnaires de nombreuses entreprises du CAC, ou même pas du CAC. Et là, vous avez fait beaucoup d'investissements, notamment à travers l'AC 1, qui est le fonds qui est là pour surveiller et protéger des entreprises françaises. Vous avez investi dans Alstom. Oui. Pourquoi faire 5%? À quoi ça sert d'investir dans Alstom? Alors, 5%, mais on continue. Hein. Donc, oui. Vous êtes à combien maintenant? On bâtit une position, on est un peu plus haut que ça. Plus on l'a annoncé la semaine dernière. Oui. Donc, on monte tranquillement. Mais tranquillement, c'est quoi? Vous avez tranquillement 10%? Non, pas du tout. Ben, on fera l'annonce quand on la fera. Et donc, mais un petit peu, c'est beaucoup, mais c'est le moment de le dire. C'est le moment de le dire. Pourquoi est-ce qu'on investit dans Alstom? On investit ce qu'il faut pour être présent au conseil d'administration, puisque c'est la thèse de l'AC. Hein, c'est-à-dire que quand on investit, on fait partie de la gouvernance, on accompagne le dirigeant dans la durée. Donc, on offre du capital patient, dont ces entreprises françaises multinationales, très dispersées finalement en structure actionnariale, ont besoin. Ils ont besoin d'ancrage. Et c'est ce qu'on fait. Hein, et on peut tout à fait le faire tout en générant une performance et une profitabilité attractive pour nos investisseurs, puisque le fonds LAC est un fonds dans lequel BPI France a mis 1 milliard sur 5. Il y a 4 milliards d'argent privé. Vous demandiez tout à l'heure, est-ce que vous avez assez pour faire tout ce que vous devez faire? En fonds propres, non. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais lever des fonds propres au privé. Hein, et je les mets au service de la cause. Et c'est tout à fait possible, et ça marche. Ouais. Donc, Alstom, ça veut dire que c'est un élément clé, c'est stratégique pour la France? Complètement, hein, oui. Non, il y a toute un historique, une fierté, une techno, bien sûr. Donc là, vous êtes là longtemps et au conseil d'administration, c'est ça que vous nous dites. Oui. Eutelsat. Eutelsat, vous avez, grosso modo, vous avez 25% maintenant? Oui. C'est une fusion. On anticipe la fusion avec OneWeb. Oui, c'est une fusion c'est un niveau quand même très important. Oui. Pour vous. On va être dilué par la fusion. Oui. Hein, donc pour redescendre à combien? Je cherche à comprendre un peu quel est le. À peu près la moitié. En fait, votre horizon, pardon, c'est 10% en fait, dans les entreprises. Ça. Entre 7 et 10. Oui, entre 7 et 10, c'est ça que vous recherchez. Oui. C'est ça, vous allez diluer, mais vous n'allez pas réaugmenter votre participation. Non. D'accord. Eutelsat, c'est un élément clé quand même pour la France. Bien sûr, puisque c'est de là que partira l'une des constellations. Oui. Si on regarde aussi... il y a des... Evidian, donc la filiale de tout le monde, d'Atos, que tout le monde regarde et qui attise les convoitises. Vous allez jouer un rôle dedans ou pas? Pas à date, je lis la presse. Oui. Ça se passe en ce moment. Oui, il y avait des articles. On sait qu'il y a Thales, Airbus, des articles très intéressants dans la presse aujourd'hui. Non, ma position à moi, c'est que BPI France n'a jamais comment dire, à s'interposer
dans une situation où un Français cherche à acheter un Français. Donc là, il se trouve qu'il y a des mains françaises intéressées par Evidian, c'est très bien. On n'a pas besoin de BPI France. D'accord, ok. Donc, non, mais c'est une réponse importante. Ça veut dire que si c'est Airbus, voire Thales... Je préfère largement la consolidation industrielle à un portage financier par la Banque publique d'investissement. Ok. Soitec, pourquoi c'est clé pour vous, semi-conducteur? Ah, le semi-conducteur, c'est la plus belle des industries françaises avec le nucléaire. C'est la mère des industries, c'est extraordinaire. Et on a la chance en France, on peut être fier, franchement, d'avoir ces entreprises-là, exceptionnelles, en très très forte croissance, qui vont faire des investissements gigantesques à l'échelle du pays. Et donc l'écosystème qui part du LETI, qui est le laboratoire du CEA à Grenoble, et qui va sur ST Microelectronics et sur Soitec, est vraiment un sujet de fierté pour le pays. Ouais. Et là, vous avez combien? Dans Soitec, on a 15%. Ouais. Et dans ST Microelectronics, 13,6%. Ouais. Et là, des positions stables pour l'instant. Stratégiques et qui restent là. Chez Orange, Orange, justement, c'est l'occasion d'en parler. Vous êtes en fait le principal actionnaire d'Orange. Le deuxième après l'État. Le deuxième après l'État, ah oui, absolument. Est-ce que vous avez vu le plan stratégique? Oui. Est-ce qu'il vous paraît aller dans le bon sens? Oui, tout à fait. Dans tous les cas, un des objectifs pour vous, c'est la montée du cours de bourse qui est en fond de cours depuis très longtemps. Pour vous, cher Edwige, c'est votre argent tout ça, qui est investi dans Orange. Et nous avons tous intérêt à ce que le cours de bourse monte en effet. Voilà. Ouais. Donc non, mais Christelle prend tout à fait bien les choses en main, je trouve. Ouais. Et les défis sont là. Ils seront beaucoup des défis de software. Il faut avoir ça en tête. Pas seulement des défis d'infrastructure qui sont historiquement très bien maîtrisés par Orange, mais demain, les défis sont les défis de software. Parmi les sociétés, il y en a une, on se demande un peu qu'est-ce que vous allez faire, parce qu'il y a beaucoup de questionnements et même des enquêtes qui sont en cours. Qu'est-ce que vous faites dans Indexia? Indexia, c'est un héritage, ça. Ouais, j'en ai hérité, ce ne sont pas les équipes de BPI France qui l'ont fait. Oui, ça c'est pas une situation tout à fait reluisante, on est bien d'accord. Mais enfin, la justice est saisie et donc je ne veux pas intervenir. Et donc vous allez en sortir? Oui, si on peut, on le fera, oui, en effet. Ouais. Un mot très très rapide. Casino Terac, vous êtes actionnaire un peu du Terac. Donc il y a un rapprochement en vue, je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs, peut-être entre Casino et Terac. Oui. Quel rôle vous comptez jouer dedans? Alors pour l'instant, honnêtement, aucun rôle. D'accord, donc vous observez. On vient à peine de rentrer dans Terac, en fait un dispacking avec Mohamed Zouari, Xavier Niel et puis Mathieu Pigasse. Un dispacking, c'est sortir d'un SPAC. Donc sortie d'un SPAC et donc cotation d'une entreprise qui est une entreprise de distribution de produits alimentaires, fondamentalement. Ouais. Bon. C'est une manière de stabiliser Casino à terme, peut-être, ou pas? Écoutez, si ça se fait, oui. Regardons, attendons. Oui. Enfin, c'est pour vous, le sens de cette opération serait de stabiliser Casino. Ce qui nous a intéressé dans cette affaire, c'était d'apporter du capital patient, encore une fois, dans une entreprise de distribution alimentaire en France. Ouais. Voilà, avec un chef d'entreprise qui s'appelle Zouari, qui a Picard, qui a complètement redressé Picard et qui a un énorme talent. C'est ça qui nous intéresse. Encore une fois, c'est l'entrepreneur qui nous intéresse. Ouais. Il nous resterait très peu de temps. Juste, il y a quand même, vous disiez que les entreprises, elles investissent. On voit, il y a quelques cas par cas, mais grosso modo, il n'y a pas de grosses faillites. Là, en ce moment, il y a quand même, on voit des faillites de marques un peu emblématiques. On a tous connu Camaïeu, Koukaï. Il y en a beaucoup, Santa Marina. Comment vous expliquez là? C'est lié à un homme, à une gestion, ou alors c'est un peu un monde qui se transforme justement? Oui, il y avait eu Chaussure André aussi. Vous savez, c'est inévitable dans l'économie. Camaïeu, ça fait très longtemps que ça va pas bien. Ouais. Pour autant, les faillites françaises sont à un niveau bas. Elles sont à 41 000. C'est beaucoup d'entreprises très récentes, très petites, qui sont nées et qui meurent vite. Mais on est très loin des chiffres des faillites des années 2017-2018. Encore très loin. 30 secondes pour parler un mot des crypto-monnaies. Vous êtes dedans, vous investissez dans la crypto-monnaie? Alors, en crypto, on est investisseur dans Ledger, qui est la partie hardware de sécurisation des cryptos. Donc, on est très bien, on est très bien placé, avec des porte-monnaies fabriqués à Vierzon, dans une usine française. Et puis, sinon, on investit dans des fonds privés qui eux-mêmes investissent dans les startups de la crypto. Voilà ce qu'on fait. Bon. Et donc, on est très, très observateur on ne peut pas négliger ce secteur. C'est pas parce qu'il a connu la crise qu'on a connue avec FTX qu'il est mort. Pas du tout. Ce serait une erreur d'interprétation terrible. L'œil de BPI France dans les crypto-monnaies, c'est ça? Oui. En fait, donc on est prudent, mais on cherche à rester très professionnel. Voilà. Edwige, vous m'avez pas interrogé sur les résultats nets de la BPI.
Bah, c'est la fin. Eh ben oui, 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. On peut faire des missions d'intérêt général tout en étant performant. Ça sera un joli mot de la fin, une jolie conclusion. On a parlé beaucoup de vos chiffres quand même. Merci beaucoup, Nicolas Dufour, d'avoir été avec nous.